Du coup, quel impact ça a, toute cette démarche, enfin, quel retour on a en fait de l'impact qu'elle a sur notre public? Sur les publics cibles, bah, ça marche plutôt bien. On a des retours plutôt positifs. Sur la plupart, enfin, on a des comment dire, des newsletters avec tous les retours des différentes plateformes qui arrivent dans notre mail, et en général, on a quand même un maximum d'évaluation positive des jeux. Les thématiques passent plutôt bien. Évidemment, il y aura toujours aussi des retours négatifs, hein, mais ils restent minoritaires. Et surtout, on se rend compte que les messages passent. Moi, il y a un message, je le cite toujours parce que je trouve ça génial, qu'on avait reçu dès le début sur Normal Lost Fun, qui était une personne qui disait je me rends compte en ayant joué au jeu qu'en fait j'étais vachement intolérant, et puis du coup je vais réfléchir à ça et je vais me renseigner, et peut-être qu'en fait j'avais tort. Et en fait c'est tout ce qu'on veut quand les gens jouent à nos jeux, c'est que justement les gens réfléchissent et se remettent un peu en question. Mm. Et, euh, et, euh, et donc voilà, ça nous fait très plaisir de voir que ça marche. Il y a aussi des retours de personnes concernées, par exemple, on connaît personnellement des gens qui ont fait leur coming out à leurs proches, à leur famille, après avoir joué au jeu, parce que ça leur a donné le courage de le faire. Ça, c'est pareil, c'est des trucs qui nous touchent vachement. Et encore aujourd'hui, on reçoit régulièrement des témoignages de joueurs et de joueuses qui nous expliquent comment le jeu les a touchés et a eu un impact sur leur vie. À côté de ça, on a aussi un public plus étendu que les gens qui achètent le jeu, notamment à travers les créateurs et créatrices de contenu, donc youtubeurs, twitchers, etc. Aujourd'hui, les jeux vidéo sont pas uniquement consommés par des gens qui y jouent, mais aussi par des gens qui les regardent. Et du coup, on touche en fait beaucoup plus de gens en nombre via ces créateurs et créatrices de contenu que par nos ventes, parce que le jeu s'est vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, mais par contre l'audience d'un Squeezie par exemple, c'est 15 millions de personnes. Donc c'est plus que ce qu'on ne pourra jamais espérer vendre en fait de nos jeux. Et, euh, et donc ça permet vraiment de toucher un public plus étendu. Donc là j'ai mis Squeezie parce que Squeezie il est français, il est connu en France, mais on a eu la même chose avec un équivalent anglophone qui est Jacksepticeye. Et puis on a eu d'autres, donc comme je disais au début, des Brésiliens, on a eu des Allemands, enfin voilà. Euh, et en fait, ce qui est très cool aussi, c'est que il peut y avoir parfois de la toxicité sur ce genre de plateforme, avec des gens qui vont commenter, qui vont troller dans les commentaires, ou qui vont avoir des opinions assez radicales sur certains sujets. Et en fait, ce qui nous a fait très plaisir, c'est que les sections de commentaires en dessous de ces vidéos, donc qui parlent notamment des Lost Fun, étaient assez positives. Donc j'ai fait un petit screenshot, mais voilà, c'est des jeunes, hein, c'est des personnes très jeunes en général qui répondent, enfin des adolescents, des adolescentes, et qui disent voilà, moi je comprends pas pourquoi il faudrait assumer, je vois pas en quoi être hétéro c'est plus normal que le reste, faut être tolérant, soyez pas honte de ce que vous êtes, voilà. Et en fait, ce message-là, donc qui est passé par quelqu'un qui a beaucoup d'influence auprès du jeune public, pour nous c'est hyper important aussi, et c'est vraiment cool. C'est aussi, ah oui, c'est vrai, c'est aussi grâce à ce, ce public-là qu'on se rend compte aussi de comment est-ce qu'on peut faire de la pédagogie, mais mieux. Une des premières vidéos francophones qu'on avait eues sur le prototype de Normal Lost Fun, c'est un gars qui avait pas trop compris le sujet, en fait, qui faisait beaucoup de confusion entre bi et trans, par exemple, qui savait pas ce que ça voulait dire LGBT comme acronyme. Et c'est là qu'on s'est dit, bah ouais, mais en fait c'est normal, il y a plein de gens qui savent pas ce que ça veut dire, il y a plein de gens qui connaissent pas, donc en fait faut qu'on explique mieux. Et du coup ça nous a permis aussi de mieux vulgariser en fait dans notre jeu, en reprenant justement ces choses qui avaient été mal comprises.
On a aussi des vidéos un peu plus, alors je mets des gros guillemets, mais plus sérieuses, c'est-à-dire qui sont pas forcément juste du let's play avec un côté divertissant, mais des vidéos un peu plus construites. Avec par exemple, il y a eu Nota Bene qui a fait une opération sponsor avec Arte, donc je rappelle Arte avec qui on a travaillé sur All Frequencies. Et donc qui a fait une vidéo sur la question des médias et de l'histoire des médias, et qui a utilisé notre jeu pour illustrer en fait son propos. Et donc nous ça nous fait de la pub, et puis plus lui ça lui fait une vidéo cool, et le sujet est super intéressant, en plus c'était plutôt bien traité. Évidemment c'est assez orienté aussi, hein, mais voilà. Il y a aussi un public hors internet. On a des jeux qui sont assez littéraires dans la forme. Là encore, une fois, gros guillemets, on parle de messagerie instantanée, de feuilleton radio, hein, mais voilà, littéraire au sens, il y a beaucoup de textes. Et du coup, dès Normal Lost Fun, nos jeux étaient dans les catalogues de la BNF, ce qui nous a aussi permis de toucher des publics qui sont traditionnellement plutôt hermétiques aux jeux vidéo, même si c'est heureusement de moins en moins vrai. Et du coup, après, derrière, de faire aussi des trucs avec des bibliothécaires, des expos, etc. Et de toucher aussi des gens, voilà, qui n'auraient pas forcément touché au jeu autrement. On a évidemment travaillé donc avec des associations. Donc il y a celles avec qui on a travaillé volontairement directement, par exemple les associations LGBT avec qui on a bossé pendant la campagne de financement participatif, et qui ont permis à des jeunes de se renseigner, par exemple d'utiliser le jeu pour ça, mais aussi des initiatives, on va dire, hors de notre contrôle, hein. Il y a une association qui s'appelle Alberta Council of Women's Shelters, qui vient en aide aux femmes victimes de violences, et qui a utilisé Another Lost Fun parmi d'autres ressources, en fait, pour sensibiliser sur le sujet. Les jeux ont aussi été utilisés en classe. Donc il y a eu plusieurs expériences qui étaient assez chouettes. La première, c'était venu un peu par hasard. C'est un prof de français qui s'appelle Franck Roanne, qui enseigne à Bordeaux, et qui nous a demandé s'il pouvait utiliser Normal Lost Fun dans un cours de français qui était inclus dans une espèce de module avec un cours d'histoire géo sur le thème de la lutte contre les discriminations. Et donc un prof de collège, c'était une classe de 5e, qui voulait faire des ateliers innovants autour du jeu vidéo. Donc ils avaient déjà travaillé sur de l'histoire interactive avec des outils type Twine, s'il y en a qui connaissent, donc pour vraiment créer une histoire interactive. Et donc en fait, il voulait utiliser ce jeu parce qu'il était déjà assez populaire auprès des collégiens qui l'avaient vu jouer par Squeezie, en fait. Et donc les gamins avaient vu Squeezie jouer, ils connaissaient le jeu, donc ça les intéressait. Ils ont pu utiliser des tablettes fournies par l'établissement, jouer en cours, et puis derrière, ils ont fait au final un cours assez classique, hein, compréhension, axe de lecture, quelle discussion, temps de jeu, puis discussion, débat un peu en cours, et puis les 3 séances, les 2 autres séances après, c'était sur l'usage des outils numériques, et qu'est-ce que disent les téléphones de nous, etc. Puis ensuite le débat vraiment sur la tolérance. Dans le même avec les mêmes profs, ils ont aussi utilisé un jeu qui s'appelle Enterre-moi mon amour, par The Pixel Hunt, qui est aussi un jeu dans lequel on utilise un téléphone, qui raconte le parcours d'une migrante syrienne à travers l'Europe. C'est aussi c'est très très bien comme jeu. Alors par contre, celui-là, il est vraiment chialant, et ça raconte des choses qui sont vraiment pas faciles, mais qui sont, je pense, assez importantes. Et donc, qui a aussi été utilisé donc dans un cours sur l'identité et l'immigration. Voilà. Donc
On aurait voulu pouvoir continuer à collaborer avec eux, hein, parce que c'était vraiment chouette comme initiative. On voulait notamment rencontrer les élèves. Le problème, c'est qu'aux dernières nouvelles, le prof cherchait des financements et n'a pas pu les obtenir. Étrange. On a eu aussi des sollicitations à l'international. Donc par exemple d'une prof en Allemagne qui nous a sollicité après avoir joué au jeu et qui s'est servi de Normal Lost Fun alors ça s'appelle Year 11, donc c'est l'équivalent d'une classe de première en Allemagne, et donc qui s'est servi du jeu pour son cours d'anglais LV2, et donc exercice classique de compréhension de texte, etc. Et qui a permis de lancer des débats autour de la question LGBT, qui a ensuite été utilisé au sein du queer club du lycée. Et plus récemment, on a une asso qui s'appelle iTribes, donc iTribes Games, qui fait des modules de cours et qui a fait un module de cours d'anglais à partir de Normal Lost Fun. Alors c'est hyper bien fait, je vous mets le lien dans le chat. Je trouvais ça super intéressant et en fait on a collaboré avec eux notamment pour leur donner des licences du jeu pour qu'ils puissent les partager. Alors comment s'est passée notre collaboration avec Arte? En fait, à la base, effectivement, c'est un média qui est plutôt TV radio, mais ils ont un pôle jeux vidéo qui, à la base, qui a commencé à la fois en tant que soit éditeur, soit coproducteur. Donc nous, on était les derniers à être vraiment coproduits par eux. Maintenant, ils font plus que de l'édition. Et qui cherchait vraiment des jeux soit à vocation très artistique ou politique. Il y a, je vais vous mettre le catalogue en fait, parce qu'il est assez chouette, hein, les jeux qui sont Arte. C'est un peu caché en fait, faut aller chercher ça dans les productions numériques, voilà, hop là. Donc ouais, ils avaient commencé avec Typewriter et Californium. Typewriter qui était un jeu de plateforme autour de la typographie, qui est très graphique, très intéressant d'un point de vue visuel, et Californium qui est une espèce d'adaptation du travail de Philippe Cadic en jeu vidéo, là pareil avec une direction artistique assez particulière. Et donc derrière ils ont développé ce pôle jeu vidéo. C'est notamment eux aussi qui ont produit Enterre-moi mon amour, hein, donc le jeu sur la migrante syrienne. Et ouais, le point commun des jeux qui sont édités, produits par Arte, ça va être voilà, soit une direction artistique particulière, un sujet politique, ce genre de choses, des choses assez innovantes aussi. Et nous, on voulait travailler avec eux parce que c'est eux qui nous ont contactés à la base parce que ce qu'on faisait les intéressait. On aurait bien voulu collaborer sur les Lost Fun, mais à l'époque, c'était vraiment en gestation leur pôle jeu vidéo, donc c'était pas trop prêt encore. Déjà sur Alfrequency, c'était pas complètement prêt. Et donc ils étaient assez intéressés par notre concept quand on leur a pitché, et ils ont offert un financement assez conséquent pour qu'on puisse travailler dessus. Après la collaboration en elle-même, il y avait du bien et du moins bien, notamment Arte. Je pense que ça s'est amélioré depuis, mais ça reste une grosse machine, donc ils ont des temps de réaction qui sont parfois un peu longs, alors que nous on est sur du très rapide parce que voilà, on est un petit studio, on itère vite, on fait beaucoup on fait des prototypes très vite, on avance vite, et des fois ils avaient un peu du mal à suivre, mais par contre ils avaient des retours éditoriaux qui ont pu être assez intéressants. Sur la partie radio, ils nous ont aidé à trouver aussi quelques comédiens, comédiennes intéressants pour notre version française. On a géré avec eux la version allemande du jeu, parce que voilà, comme je disais, on a fait une version allemande parce que c'est une demande de Arte, hein, d'avoir toujours au moins la même expérience en français qu'en allemand. Et puis après, ça a été
On a eu un petit peu de visibilité sur les canaux Arte. Après, pas beaucoup au final, parce que ça reste un public assez particulier. Et donc, ouais, le jeu vidéo, c'est vraiment quelque chose qui est en développement, quoi, pour eux. Dans le cas de collaboration avec des jeunes pour des actions gratuites de sensibilisation, ah oui, alors en fait, il y a même pas besoin d'une autorisation de notre part, hein. En fait, ça dépend complètement de quoi on parle. Si c'est juste, je sais pas, un atelier, ce genre de choses, en général, c'est la personne qui organise l'atelier, qui achète le jeu et qui fait son truc. Nous, on aime bien quand on a des retours là-dessus, parce qu'en fait, ça nous intéresse de savoir ce qui est fait à partir du jeu. Ça nous permet nous, ça nous inspire aussi, ça nous permet de voir si on peut aider aussi. Par exemple, pour le cas de la formation à iThrives, il y avait un souci qui était le prix du jeu. C'est que, certes, le jeu coûte pas cher, mais quand il faut l'acheter pour 30 élèves dans une classe, ça peut vite chiffrer. Et donc, on s'est organisé avec la structure pour qu'en fait les profs puissent remplir des formulaires pour demander des licences juste pour récupérer en fait des versions du jeu pour les filer gratuitement à leurs élèves. Donc non, on perçoit pas du tout des droits là-dessus. Enfin, c'est au contraire, on essaye de faire en sorte que l'argent ce soit le moins possible une barrière pour ce genre de choses. Mais voilà, en général, c'est des initiatives individuelles parce qu'il n'y a pas vraiment de plateforme encore. Il y a des initiatives qui sont en cours, qui sont en train d'être développées, mais aujourd'hui, il n'y a pas de plateforme vraiment qui permet de faire le lien entre on va dire, des choses qui sont plus de l'ordre de l'éducation et puis les développeurs, quoi. Donc, faut nous envoyer un mail, voilà, et on essaye d'aider comme on peut. Et du coup, c'est une très bonne transition sur la suite. Il y a d'autres façons dont le jeu qu'on peut imaginer, d'autres types d'utilisation du jeu. Il est régulièrement exposé en fait sur des sur des événements liés à l'industrie. Il y en a deux que je vais vous présenter là, donc notamment il y avait eu une expo qui s'appelle Overgame qui parlait qui est une expo interactive sur des jeux vidéo engagés, politiques. Il y a aussi le salon Indiecade je vais vous mettre le lien. Alors Indiecade, hop. Qui met à l'honneur les jeux vidéo indépendants et ou à visée artistique. Et donc, sur ces salons-là, il y avait une initiative de Simon Bachelier qui était hyper intéressante, qui était le concept de playformance. Alors, pour résumer un peu ce que c'est, une playformance, je vais l'écrire d'ailleurs dans le chat. Ouf. C'est l'action de jouer en direct à un jeu devant un public, généralement sur une scène face à son audience, et tout en partageant une expérience personnelle et engagée sur un sujet abordé par le jeu. Le jeu va être choisi initialement par la personne qui est en train d'y jouer, et elle peut prendre la forme d'une performance politique, artistique ou d'un spectacle interactif avec le public. Jusqu'à présent, ça se distinguait du format de stream ou YouTube par le fait que les interactions avec le public avaient lieu au sein du même espace physique. Donc, comme sur les photos ici, donc là c'était à Overgame, c'est vraiment une personne sur scène qui est en train de jouer à un jeu, qui parle en même temps, et puis les gens qui sont dans la salle qui vont interagir avec elle. Même chose donc pour Indiecade, il y avait aussi donc des performances, donc il y avait une grande salle avec des personnes qui donc avaient à chaque fois encore choisi leur jeu et qui vont faire leur performance autour de ça. Il y a notamment Diane qui en avait fait une sur un jeu qui se contrôle avec la voix et qui en avait profité pour en fait parler de sa propre expérience avec sa propre voix. Enfin, ce genre de performance, donc il y a mi-chemin entre
l'artistique et le spectacle politique. Enfin, je trouve ça hyper intéressant. Et donc ça peut être une bonne façon aussi de toucher encore une fois notre public. Alors pour l'instant, évidemment, c'est un peu compliqué vu qu'il n'y a pas d'événements physiques, mais quand les événements rouvriront un jour, peut-être. Voilà. Et sur ce, j'ai terminé ma présentation. Donc merci à toutes et à tous de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me poser vos questions. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres questions plus tard qui vous viennent, je vous ai mis mes informations de contact, donc vous pouvez me contacter par mail à myriam@accidentalqueens.com ou sur Twitter @LTMI ou @accidentalq pour l'adresse du studio. Merci beaucoup Myriam. Alors il est midi, on a un temps d'échange comme prévu. Donc si vous voulez poser des questions en complément de celles qui sont déjà arrivées dans le chat, n'hésitez pas. Ouais, très bien, si ça c'était inspirant, parce que moi je disais justement à Alexandre et à Mehdi que organiser des événements, par contre, alors je l'ai fait, hein, mais bon, c'est pas du tout dans le cadre du cinéma ou quoi, donc j'espérais pouvoir quand même vous donner des pistes qui soient intéressantes dans vos métiers respectifs. C'est vraiment super de ce point de vue-là, notamment toute la dernière partie où vraiment toutes les mises en perspective par rapport au milieu scolaire et tout, c'était très bienvenu et très bien présenté, donc bon bah c'est cool. Puis je pense que c'est motivant aussi d'avoir un format via ces jeux notamment qui utilisent ou le téléphone ou la radio, mais en tout cas quelque chose de très identifié du public pour se projeter dans un univers et après développer des thématiques. C'est des jeux qui sont peut-être plus concrets à présenter à un public qui n'est pas familier avec des grands univers fictifs de jeux vidéo en fait. Bah, c'est plus facile de rentrer dedans même si on n'a pas forcément de culture vidéoludique à la base en fait, parce que voilà, comme je disais, le point de départ c'est la vie quotidienne, donc voilà. Alors, en ce qui concerne la diffusion des jeux en salle de cinéma, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce que tu entends par diffusion des jeux? Genre par exemple pour jouer devant un public comme ce que j'ai montré à la fin? Je pense que ça va vraiment... Ouais, c'est vraiment à voir au cas par cas avec chaque studio. Dans notre cas, en fait, en général, juste dans ce cas-là, si c'est vraiment dans le cadre d'une tout ce qui est exposition, etc., juste demander l'autorisation au studio ou à l'éditeur le cas échéant, mais nous par exemple juste envoyez-nous un mail quoi et on vous dira oui, parce qu'en fait on dit toujours oui quand c'est pour des expos ou des ateliers, mais alors bien sûr avec le bémol qu'on regarde quand même un peu qui organise ça avant, mais bon, en tout cas, si on est d'accord avec la démarche, on dit toujours oui. Mais la bonne pratique, ouais, c'est d'envoyer un mail au studio et juste de demander l'autorisation. Ça s'applique comme ça dans ce cas-là parce que vous êtes un studio indépendant et ouais. vous n'êtes pas un éditeur. Bien sûr, si c'était par exemple un jeu Ubisoft, faudrait aller contacter leur département. Ils ont des départements justement qui servent à faire le lien. Hein, je sais pas comment ils appellent ça, mais pas marketing, mais third party, ce genre de truc, et genre simplement aussi leur demander l'autorisation. Alors après, bien sûr, sur un gros studio, peut-être qu'il faudra payer des droits, mais je sais pas exactement comment ça. Je n'ai pas envie de dire des bêtises. Je sais pas comment ça fonctionne dans ces cas-là. D'expérience, c'est très variable. Hein. C'est très variable et ça dépend si c'est un événement gratuit ou s'il y a une billetterie. C'est ça. Donc c'est vraiment au cas par cas puisqu'il n'y a pas de régulation. Mais c'est vrai qu'après sur les événements gratuits, comme je disais, c'est plus de l'ordre de la bonne pratique, parce qu'en fait, on va jamais aller vérifier que vous avez utilisé notre jeu pour illustrer une conférence. Enfin, c'est... Alors, grand merci. Là, tout de suite, j'ai surtout envie de me mettre à jouer. Bah, c'est cool. Bon jeu. Il y a quelque chose qui ressort aussi de l'intervention que vous avez faite, qui était vraiment très chouette. Et c'est la manière d'insister sur le fait de travailler dans le processus créatif même avec les premières personnes concernées, en fait, quand on s'empare d'un sujet, d'une thématique, mais aussi dans une réflexion en direction des publics, toujours travailler avec les personnes concernées. Et ça, c'est vrai que c'est représentatif, je trouve, de l'évolution aussi du modèle dans la culture en général,
du modèle prescripteur, où d'ailleurs il y a beaucoup la désaffection des lieux traditionnels, des lieux culturels traditionnels, la désaffection du public jeune dans ces lieux, en dehors des dispositifs contraints. Ils sont obligés de venir parce que c'est une séance scolaire. Ça s'explique aussi par le fait que ce sont des lieux, que ce soit les salles de cinéma ou les lieux de spectacle vivants, qui sont restés dans une conception prescriptrice. C'est-à-dire, il y a un programmateur, une programmatrice, qui choisit et qui a envie de partager avec un public. Or, ça ne fonctionne plus comme ça. Et le fait, et notamment avec l'idée que forcément, il y a une forme d'universalité dans l'objet qui va s'adresser automatiquement à tous les publics. Et on oublie qu'on se dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de public queer, ah, c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de personnes racisées qui viennent, ah, c'est bizarre. Oui, sauf qu'en fait, ce qu'on fait, sans s'en rendre compte, c'est une programmation hétérosexuelle blanche, par exemple. Mais on ne se pose jamais cette question comme ça. Et le fait de travailler avec les publics et de construire dans les lieux aussi à partir de la composition du public et donc du coup des inscriptions de genre, des inscriptions ethno-raciales et culturelles, des conditions aussi d'accessibilité, d'inclusivité par rapport aux personnes qui ont un handicap donné, eh bien, c'est des choses qui permettent aussi, à mon sens, à la fois de revitaliser les propositions, mais aussi de revitaliser les lieux en montrant que c'est des lieux qui sont vraiment pour tout le monde, pas uniquement dans l'énonciation qu'on fait, mais réellement dans les propositions qui se construisent et dans aussi d'un point de vue de l'inclusivité, dans le jeu, c'est du gameplay, c'est réfléchir au gameplay, par exemple, aux interfaces. Dans un lieu, c'est réfléchir, voilà, s'il n'y a pas de rampe pour rentrer, bizarrement, vous ne verrez jamais de personne en fauteuil roulant venir voir votre film. Voilà, c'est quand même bien ressorti de votre intervention. C'était vraiment hyper important. Non, tu as très bien résumé, mais en fait, c'est vraiment ça. Et en fait, je pense qu'en plus, aujourd'hui, c'est absolument pas possible de faire l'impasse là-dessus, dans le sens où, en fait, les gens n'ont pas besoin de venir dans ces lieux. Il y a Internet, en fait. Et Internet, ça coûte moins cher. Et il y a plus de contenu. Qui, en plus, est certainement plus adapté à ce que moi, j'ai envie de regarder, en fait. Donc, du coup, pourquoi est-ce que je vais aller dans un lieu en particulier ? Il faut que ça m'apporte quelque chose. Si c'est pour voir des choses qui sont complètement en décalage... Alors, je dis pas évidemment qu'il faut pas aller se renseigner sur d'autres cultures qui sont pas forcément la nôtre, hein, mais si ça me parle pas du tout à la base et que j'ai pas de raison en fait d'aller m'intéresser à ça, je vais jamais le faire en fait. Et je dis mais voilà, je parle d'énormément de publics qui sont pas forcément la cible de ces lieux. Donc il faut diversifier, pas juste pour le fun, hein, mais aussi parce que c'est représenter, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, c'est représenter la population telle qu'elle est vraiment et pas telle qu'on imagine qu'elle est sous un prisme qui est assez biaisé en fait. Je me disais en même temps, Queer Club au lycée en Allemagne, je sais pas si ça existe en France. Je pense que ouais, en France, enfin ça existe certainement aussi. Au final, peut-être moins. Je pense qu'en France, on a vraiment un problème avec le fait de nommer les choses en fait. Il faut faire croire que ça n'existe pas, comme ça on peut croire à une espèce de mythe universel, mais enfin on le voit avec les débats très très intéressants actuels. Politique, mais enfin au final des clubs d'activités quelconques avec des personnes qui se rejoignent par affinité, enfin genre dans mon lycée il y en avait, il y en a toujours eu et voilà, après peu importe comment on l'appelle, hein. On signe où pour vous rejoindre? Alors on ne recrute pas actuellement. Par contre on ne recrute pas actuellement. Par contre, j'encourage très vivement les personnes qui auraient envie de se lancer à déjà commencer. Enfin, je parlais de Game Jam au tout début de mon intervention, mais c'est vraiment une super porte d'entrée pour des gens qui auraient envie de se lancer dans la création de jeux en général, sachant qu'en plus des Game Jam, il y en a beaucoup qui sont en ligne aussi. Par exemple, la Ludum-Dare qui a lieu tous les, je sais plus, 2 ou 3 mois, qui est une jam en ligne avec donc les créateurs et les créatrices qui vont poster leur travail ensuite sur Internet et commenter les jeux de chaque personne. C'est vraiment une super porte d'entrée pour les gens qui s'intéressent et qui voudraient juste
tester pour le fun, quoi. Et voilà. J'allais juste rebondir sur ce que tu disais sur les game jams, que c'est vraiment en plus un lieu de rencontre. Pour en avoir organisé, c'était vraiment un endroit où même si on n'avait jamais créé de jeu, on pouvait y arriver, on pouvait se constituer une équipe avec des gens qui étaient peut-être plus formés que nous. On serait parti selon le domaine qu'on a envie d'approfondir, si c'est plutôt le son, les règles du jeu, la programmation, les graphismes. Et voilà, que ce soit une équipe constituée, qu'on arrive seul, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vraiment un format qui est transposable aussi dans les salles de cinéma. Les salles de cinéma pourraient être des lieux d'accueil. Il y a Arte qui a fait une game jam d'ailleurs. Il y a Arte qui a fait une game jam. J'ai posté le lien ici. Qui l'a fait, donc c'était en physique, hein, mais du coup avec un côté très axé sur artistique en fait, et qui ont fait toute une espèce de retour documentaire un peu, enfin un truc à la Arte quoi, sur la game jam derrière. Je pense qu'il doit y avoir des vidéos qui ont été postées sur internet s'il y a des gens qui s'intéressent. Et sans forcément créer une game jam qui sortirait de terre comme ça, la Global Game Jam dont tu parlais au début de ton intervention, on peut en fait s'inscrire en tant que participant pour uploader un jeu ou en tant que site pour en fait accueillir des équipes. Et donc ça c'est quelque chose, vous pouvez carrément vous greffer sur une jam qui existe déjà pour proposer votre lieu pour accueillir des créateurs. Et voilà, en plus c'est un public qui est totalement connexe ou qui est pas forcément, enfin un public de jeunes qui est pas celui qu'on retrouve le plus dans les salles de ciné. Donc c'est hyper intéressant de les faire venir pour créer en fait, plus que pour voir. Où est-ce qu'on peut voir des performances? Alors oui, d'habitude seulement en festival, effectivement. Donc il y en a eu à plusieurs éditions donc du festival Indiecade. Il y en a, donc comme je disais, il y en a eu à Overgame. Nous, on avait l'intention d'en mettre en place avec Gaming, parce qu'on aime beaucoup le format. Donc comme on fait déjà des afterwork avec des cycles de conférences, on s'est dit que voilà, de temps en temps on peut changer aussi, faire des choses un peu plus expérimentales. Pour l'instant malheureusement on n'a rien fait parce que Covid, mais du coup oui, l'idée c'est vraiment d'avoir une interaction physique avec les gens, parce que sinon au final, on a déjà le format de stream en fait via Twitch ou d'autres plateformes pour avoir simplement un format de let's play avec un chat. Ça existe déjà. Là, l'idée c'était vraiment d'avoir quelque chose d'un peu plus construit, artistique et physique. Donc pour l'instant, où est-ce qu'on peut en voir? Malheureusement, nulle part en fait. Et puis quand il y aura des événements qui reprendront, je pense sur les festivals. Il faut les créer. Et voilà, et après n'hésitez pas à vous en parler. Le concept n'est pas breveté, hein. Si vous voulez organiser ça vous-même, voilà. Ouais. Est-ce qu'on pense, si on trouve ce qu'on veut en ligne, c'est pour ça qu'on va pas dans les lieux de diffusion? Il y a plein de raisons. Moi, je sais que fut un temps, j'allais beaucoup au cinéma parce que déjà j'avais la carte étudiant moins de 26 et que du coup ça coûtait vachement moins cher. Maintenant que je dois payer 12 € pour aller au cinéma, j'ai vachement moins envie d'y aller en fait. Parce que pour ce prix-là, en fait, j'ai mon abonnement Netflix au mois et je peux regarder des tas d'épisodes de séries et des tas de films pour beaucoup moins cher. Donc je pense déjà que le prix est complètement hors sol. Enfin, je sais pas qui peut se permettre encore aujourd'hui de payer aussi cher en fait pour aller sur les lieux, sans réduction bien sûr, sans voilà. Après il y a la proximité aussi, hein. Enfin, est-ce qu'on habite à côté d'un ciné ou pas? Moi j'habite en centre-ville donc voilà, mais après pour des gens qui seraient un peu plus loin, ça a aussi un coût en temps, un coût en argent de se déplacer. Internet c'est chez nous et ça coûte moins cher, donc et puis de toute façon on a déjà accès à Internet parce qu'on en a besoin pour tout le reste, donc oui, je pense que je pense que ça a permis de supplanter, mais c'est pas tant que les gens vont plus dans les salles parce qu'ils ont Internet, c'est plus que ils peuvent enfin consommer du contenu parce qu'ils ont Internet et qu'ils y allaient déjà peut-être pas beaucoup avant en fait. Oui, si je peux rebondir, quand on a fait des études sur les pratiques du public, on peut dire d'un côté que les pratiques ont tendance à s'additionner plus qu'à se soustraire. C'est pareil, hein, quand le DVD est sorti, on a dit mais en fait c'est les plus gros consommateurs de DVD qui
voyez le plus de films en salle aussi, etc., etc. Mais, comme tu l'as très bien dit, il y a déjà toute une catégorie du public qui n'est pas un public, qui n'a jamais été un public de ces lieux, qui passe en dehors des séances scolaires obligatoires, et qui n'y viendront pas. Parce qu'aujourd'hui, les propositions culturelles sont tellement diversifiées ailleurs, dans d'autres espaces, qu'effectivement, on peut trouver des choses bien plus stimulantes et bien plus motivantes par rapport bien aux questions qu'on se pose sur son identité, sur la place qu'on a envie de prendre dans la société et le type de sociabilité qu'on peut développer, parce qu'on va pouvoir échanger avec plein de gens par affinité. Eh bien, c'est possible ailleurs, c'est plus possible dans ces lieux-là, et ça l'a jamais en fait vraiment été que pour une certaine catégorie de la population. Et ça, quand on fait la sociologie des publics, eh ben, on s'aperçoit vite que le grand impensé dans la culture en France, c'est quand même ça, c'est quand même que c'est une culture qui a une inscription de genre, une inscription ethno-raciale. C'est un modèle donc les propositions culturelles qui en découlent de ce modèle dominant. Et bizarrement, il a fallu créer des festivals LGBT, il a fallu créer des festivals de cinéma noir, de cinéma arabe, etc., pour que les gens puissent voir ces choses-là. Et après, on se dit, tiens, c'est bizarre, c'est des gens qui ne viennent pas par ailleurs dans nos salles. Donc, et qui n'y viendront pas à partir du moment où, effectivement, on ne se pose pas ces questions en ces termes-là. Donc, c'était aussi ton intervention et d'autres sujets qu'on amène dans l'action, c'est aussi amener à réfléchir, à se poser des questions comme ça. De toute façon, les pratiques s'additionnent, mais très concrètement, il y a un public qui n'est jamais rentré dans ces lieux, simplement parce que c'est des lieux dans lesquels on ne se reconnaît pas. Et si c'est vrai qu'une personne de classe moyenne intellectuelle supérieure, blanche, hétérosexuelle, se reconnaît dans la programmation de l'art et essai en général, en allant voir des films d'Arnaud Desplechin, etc., ouais, ok, mais ça parle peut-être pas à tout le monde, même si c'est ça qu'on considère comme du cinéma d'art, et pas je ne sais pas, Captain Marvel, Kick-Ass, ou voilà, mais qui sont des films plus intéressants. Après, il y a aussi, même le cinéma français, on va dire un peu plus classique, qui a tendance à évoluer aussi. Hein. Je pense au film de Céline Sciamma, par exemple, ou ce genre de choses. Il y a quand même une évolution. Mais oui, c'est sûr que historiquement. On voit d'ailleurs que c'est pas le même public forcément qui se mobilise aussi autour de ces films-là. Comment se passe la phase de recherche pour la conception de vos jeux? Combien de temps ça dure? Et comment sélectionnez vos sources d'infos? Alors, ça dépend complètement. Comme je disais, on n'a pas forcément procédé pareil pour tous les jeux. Sur A Normal Lost Fun, par exemple, on a très mal procédé. C'est qu'on a demandé à des gens, un peu de façon empirique, quoi. On a demandé, comme c'était des sujets qui nous touchaient personnellement, on a demandé à des amis, on a demandé aussi donc à des assos, mais voilà. Et du coup, ça a été un peu sur tout le long d'une partie de la prod, c'est-à-dire une fois qu'on avait un peu de contenu en fait et qu'on avait quelque chose à faire tester. Et malheureusement, je dis qu'on l'a pas bien fait parce qu'on l'a fait de façon bénévole et que c'est une très mauvaise idée, que c'est quand même bien de rémunérer les gens qui font du consulting pour nous. Mais voilà, et donc ça a pris à peu près, je réfléchis, mais c'était étalé un peu sur une période de 2 mois peut-être, où il y avait vraiment des allers-retours, des choses qui ont été réécrites, voilà. Sur Another Lost Fun, c'était vraiment le début du projet. On voulait partir avec... on voulait partir en fait avec déjà les informations sur le sujet avant de commencer à se lancer dans l'écriture du jeu, etc. Donc c'était vraiment venu en amont. Et pareil, on a dû être sur un mois ou deux en termes de temps. Comment on a sélectionné ici donc les sources, déjà on s'est renseigné un peu sur quelles étaient les associations qui étaient les plus pertinentes en fait par rapport à ce qu'on voulait raconter. Donc on a cherché sur internet, on a demandé aussi à des gens de notre entourage qui par exemple il y avait Elisabeth qui travaillait à l'écriture, qui avait un contact psychiatre, qui lui a demandé des sources aussi. Voilà. Il y avait, on a utilisé des bouquins aussi sur la question.
Sur Alt Frequencies, on a, comme on n'était pas sur un sujet, enfin, on cherchait moins à, comme on cherchait moins à, comment dire, à raconter quelque chose de plus précis, on n'a pas été tout de suite chercher des sources plus académiques. On s'est vraiment basé plus sur notre expérience personnelle. Et après, pour le ton journalistique, en fait, on connaît plein de journalistes, donc on a directement été demandé à des journalistes qu'on connaissait de relire nos textes. Voilà, donc c'est vraiment ça dépend du sujet en fait. Est-ce que nous-mêmes, à quel point nous-mêmes on le connaît bien ou pas. Là, sur le projet sur lequel on est en train de travailler, par exemple, on a, pour l'instant, on est plus sur l'univers et ce genre de choses. Donc, on a regardé des films, on a joué à des jeux qui sont un peu dans le même thème, tout ça, et puis on essaye de s'inspirer de ces trucs-là. Et voilà, on verra au fur et à mesure de l'avancée du projet s'il y a besoin derrière d'aller demander d'aller chercher des sources un petit peu plus. Ouais, j'aime pas ce mot-là, mais sérieuse sur le sujet. Voilà. Je veux juste rebondir sur un truc que disait Mehdi dans le chat, mais oui, c'est la même chose pour le jeu vidéo. Hein. J'ai fait des interventions auprès de collégiennes et de leurs profs, et on leur demandait, d'après vous, combien il y a de joueuses dans la population, et par rapport aux joueurs. Et on a la prof qui nous sort sûrement un truc comme 20% de joueuses, 80% de joueurs. Non, c'est 50-50 en fait. Et ça fait longtemps que c'est 50-50. C'est pas quelque chose de récent. C'est juste que en fait les habitudes, les images sont encore vachement ancrées du gamin, de l'adolescent boutonneux dans sa cave qui joue aux jeux vidéo, mais c'est pas ça en fait le public des jeux vidéo aujourd'hui. C'est beaucoup plus large que ça. Et c'est vrai qu'en fait, on a tellement tendance à pas en parler que quand on discutait avec les gamines, pour elles, le jeu vidéo c'était quelque chose, même pour celles qui jouaient en fait, et qui nous disaient ensuite si en fait moi je joue à Fortnite, moi je joue aux Sims, machin. En fait, elles se définissaient pas comme joueuses, et en plus, elles envisageaient pas du tout ça comme des carrières possibles, parce que c'est un truc de mec. Alors que, voilà, et là, je parle d'un truc qui s'est passé je sais plus, c'était en 2019, 2018, et c'est récent, quoi. Et pourtant, la parité dans les consommateurs de jeux, c'est pas récent du tout, et ouais, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à justement parler de ces sujets-là et les mettre en avant, pour notamment que les mentalités changent en fait. Et oui, le documentaire de Game Spectrum est super chouette. D'ailleurs, c'est vrai que j'y pense que maintenant, mais il y a un documentaire qui a été fait sur la création du jeu un peu. Hop. Donc s'il y en a que ça intéresse un peu de revenir sur l'historique de façon un peu plus en détail que ce que j'ai raconté tout à l'heure. Voilà, le docu est assez bien fait d'ailleurs, assez bien monté et tout. Vous l'aviez fait en interne ? Non, en fait c'est quelqu'un qui nous a contacté, qui voulait faire ce documentaire parce que ça l'intéressait, et il en a fait un d'ailleurs aussi sur Enterre-moi mon amour. Il voulait parler un peu du process de développement indépendant sur des jeux sur des jeux engagés, et voilà. Mais en fait c'est pas du tout nous qui l'avons fait, on n'est pas à l'initiative du truc, quoi, et voilà, je trouve ça assez cool. Hop, et troisième partie, voilà. Donc si jamais il y en a que ça intéresse de regarder. Et oui, la vidéo est sortie récemment sur les publicités de jeux vidéo, mais ça m'étonne pas du tout en fait que la cible exclue d'office les femmes, alors qu'en fait à la base les premiers jeux c'était des jouets, donc c'était plutôt à destination des enfants, et ça c'était marketé pour les familles, c'était pas plus pour les enfants, pour les petites filles que pour les petits garçons ou quoi, et ouais, il y a eu un moment où il y a vraiment eu un shift. Ouais. Bon, en tout cas, ça a l'air de vous avoir plu, donc on est ravis de ça. Merci beaucoup, Myriam. Est-ce qu'on introduirait pas la prochaine conférence, Mehdi ? C'est toi qui vas la faire. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots ?
Oui, volontiers, en quelques mots. Il s'agira de... au départ, j'étais parti effectivement sur cette triade racisme, sexisme, classisme. Donc, je vais essayer de rester là-dessus, sur ces 3 dimensions qui, en fait, résument à la fois les rapports sociaux qui sont les nôtres, et puis qui, en même temps, conditionnent, expliquent la façon dont les productions culturelles en général ont été conçues, diffusées, structurées dans nos cultures contemporaines. Donc, j'essaierai très modestement de remettre ça en perspective par rapport au médium vidéoludique, en abordant notamment certains cas précis qui se sont posés autour de polémiques, ou de jeux dont il a été question pour les problèmes de stéréotypes, etc. Donc je reviendrai sur ces notions. Et puis dans la discussion, j'espère qu'on pourra à la fois partager par rapport à vos propres expériences, mais aussi réfléchir un peu à la façon dont, avec des publics, alors des publics jeunes, mais aussi des institutions, on peut s'approprier ces thématiques, qui sont encore une fois des thématiques structurantes, et qui, à mon sens, c'est ce que j'essaierai de montrer aussi, ne relèvent pas simplement d'un thème vous savez, en fin de journée, on va voir les discriminations sexuelles, ou on va voir la présence des femmes dans le jeu vidéo, alors qu'on a passé les 3/4 de la rencontre à faire, à parler de tout avec des perspectives qui, en fait, sont problématiques. Puis à la fin, on a une journée, de la journée, on a un petit truc thématique, puis on se dit, ça y est, c'est bon, on l'a fait. Là, il s'agit de remettre au centre toutes ces dimensions-là, parce qu'en fait, c'est les dimensions qui nous constituent en tant que sujet humain, en tant que sujet sociaux, mais en tant que sujet humain. Les humains sont des êtres sociaux, donc forcément, c'est ce qui nous constitue. En le remettant au centre, j'espère pouvoir, dans cette intervention, aussi montrer comment on peut aborder simplement, ne serait-ce qu'un travail éducatif, mais aussi la création et le rapport à la culture en général, d'une façon un petit peu différente que ce qui domine dans l'éducation à l'image. Très bien, merci. Merci de m'avoir invité, et tant mieux si ça vous a plu. Et voilà, comme je disais, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, ou d'ailleurs si vous voulez, s'il y en a qui étaient intéressés par utiliser le jeu dans des expos, des ateliers, des événements, n'hésitez surtout pas. Du coup, bonne journée. Ouais, alors on vous remettra le contact de Myriam si vous avez justement des demandes à lui adresser, ou au studio Accidental Queen. Je vous remets dans le chat aussi le mail de l'action cinéma et jeux vidéo, si vous voulez nous contacter. Donc c'est contact@cinéma-et-jeux-vidéo.org, avec le site associé cinéma-et-jeux-vidéo.org. Et puis à la semaine prochaine. Merci, bonne journée, au revoir. Merci à tous.